Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Bernard Bouzig, 59 ans. Je suis DTN depuis le 7 décembre 2017, donc c'est relativement frais. Puis un pongiste joueur de la Haute-Ariège où je jouais à partir de l'âge de 9 ans à Ax-les-Thermes, formé par un curé. Voilà, j'ai fait des études STAPS sur Toulouse entre 76 et 80. Première pige d'entraîneur bénévole avec la Ligue de Midi-Pyrénées. Après, j'ai passé les diplômes d'État. J'ai eu une première proposition de poste en tennis de table en 1981 sur le Nord-Isère à Saint-Jean-de-Bournay sur une entente de club. En même temps, j'ai été le premier conseiller technique départemental de l'Isère. Ensuite, j'ai été le premier reçu au professorat de sport quand il a été créé. Donc, il a été créé en juillet 1985. Le premier concours s'est déroulé fin 86. Et j'ai fait mes classes comme CTR en Franche-Comté l'année 87-88. Et puis je suis revenu conseiller technique en Alpes-Dauphiné à Grenoble de 88 jusqu'à 95. Voilà. La fin de l'année 91, le DTN de l'époque confié la direction de la zone sud-est. Début 93, on m'a confié un poste national sur la formation des cadres techniques. Donc j'ai assuré sur l'Olympiade d'Atlanta et après Atlanta, j'ai fait le choix d'arrêter ma carrière pongiste et je suis parti sur les établissements publics du ministère des Sports. J'ai fait 8 ans sur le Creps Rhône-Alpes, sur le site de Voiron, formé plus de 500 sportifs de haut niveau, dont pas mal de champions olympiques, comme Xavier Dorfman en aviron, comme Gwendal Pesera et Anissa. Au bout de 8 ans, j'ai cherché un poste un peu plus statutaire que le poste de responsable du haut niveau sur un établissement et j'ai été nommé directeur adjoint à l'École nationale de voile et des sports nautiques. Je ne dirais pas que c'est un comble pour un pongiste, mais ce n'est pas tout à fait la même spécialité. Et j'ai pu tester en 4 ans que c'était quand même très difficile, quand on ne venait pas de la discipline, d'arriver à être opérationnel rapidement. Voilà, et je dirais en 2009, au mois de mai, Michel Gadal, qui partait au championnat du monde à Yokohama, m'a demandé si je voulais bien être son adjoint sur un poste qui m'intéressait beaucoup, puisqu'il était axé sur des missions que je n'avais jamais réalisées au sein de la fédération. Au bout de 4 ans, légitimement, j'ai candidaté au poste de DTN après le départ de Michel. Et puis voilà, j'ai était sur la shortlist du ministère avec un candidat externe, Pascal Berest. À l'époque, le choix du président s'est orienté vers une solution externe. J'ai fait un choix au bout d'un mois de rester dans cette organisation-là et j'ai travaillé avec Pascal qui, lui, venait de l'Aviron pendant 4 ans. Voilà, et ça a été très difficile au départ parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur le début d'Olympiade et il a fallu réorganiser pas mal le collectif technique, notamment en commençant par l'INSEP, les seniors et les juniors, et puis après il a fallu réorganiser les autres pôles que sont le développement et la formation. Tout compte fait, une direction technique dans nos propres règlements intérieurs n'est pas tellement définie. On ne parle que du rôle un petit peu du DTN qui est sur 2 axes. Les axes qui sont, c'est aide à la conception du projet politique fédéral, donc c'est de l'expertise conseil auprès des élus, ça c'est le premier axe.
Et le deuxième axe, c'est l'animation et la coordination d'un collectif de cadres techniques. Actuellement, nous avons un plafond d'emploi de 35 cadres. Donc, dans la mission du directeur technique national, il doit animer les 35 cadres techniques d'État qui sont placés auprès de la fédération. Et ces 35 cadres techniques exercent grosso modo 3 niveaux de fonction. Les entraîneurs nationaux qui généralement sont sur l'entraînement des équipes de France, qu'elles soient cadettes, juniors, seniors. Les conseillers techniques nationaux qui peuvent être soit des entraîneurs, soit des responsables de projets. Exemple, Damien Loiseau sur la détection. Exemple, Isabelle Thibault sur le secteur performance jeune. Exemple, Claude Bergeret sur les relations internationales, etc., etc. Et enfin, des conseillers techniques régionaux, c'est-à-dire des cadres qui sont en charge du développement du projet sportif des territoires. C'est un peu dans la fiche de poste, quelque part. Non seulement il y a une connaissance de l'ensemble des politiques publiques pour mettre en œuvre, côté Fédération française de tennis de table, les différentes priorités de l'État. Donc ça, c'est une chose. Mais après, dans la partie animation d'un collectif, il y a de plus en plus des compétences en management pour être en capacité de gérer des RH, des territoires, des équipes sur les territoires, voilà. Alors le parcours d'un jeune, on va partir du démarrage. Comme je le disais précédemment sur l'exemple des régions, on va commencer par essayer d'attirer des gamins, alors avec la compétition des autres disciplines sportives le plus tôt possible. Donc c'est ce qu'on appelait le baby ping, qu'on a rebasculé sur un terme générique des 4-7 ans. Donc on va faire venir des publics très jeunes sur nos clubs pour regarder non seulement qu'ils participent à la vie du club, bon, ça fait un effectif de plus, ça fait aussi un axe de féminisation, parce que quand on les a petits, on a à peu près 45-50% de filles que l'on n'a pas plus tard, puisque maintenant on en est à 18-19% de féminines au sein de notre fédération. À partir de cette couche de 4-7 ans, on va essayer de détecter un peu les talents qui nous intéressent et on va travailler sur les 8-10 ans, sur cette catégorie-là, et on va la travailler du club vers le national. Et donc là, on a mis en place un processus, un outil qui nous permet chaque année au niveau régional d'évaluer 3500 jeunes par an. Ils sont vus sur le plan local. Le plan local les envoie sur des stages de détection départementaux qui après vont vers des stages de détection régionaux, qui vont vers des stages de détection interrégionaux et qui finissent une trentaine de gamins sur le stage national de Fontaine au mois de juillet. Donc on a un processus qui nous permet de 4 à, on va dire, 10 ans de détecter des jeunes et après on va les faire entrer en formation. En formation, la plupart du temps, maintenant qu'on est revenu à 12 régions métropolitaines, on a un pôle espoir dans chaque région. On a en réalité déclaré 17 pôles espoirs. Alors le pôle espoir, c'est quoi? C'est tout simplement le club un peu plus développé pour une raison simple, c'est que dans un même endroit, voire dans plusieurs endroits, parce que dans les grandes régions, il y a des pôles délocalisés, il va y avoir des lieux où les enfants vont pouvoir trouver non seulement de la formation sportive, mais vont pouvoir trouver de la formation scolaire, pouvoir trouver un suivi médical derrière et un suivi de leur projet personnel. Donc c'est quelque part une plateforme d'entraînement qui peut être vraiment intramuros ou un peu plus ouverte en fonction des régions. Et là déjà on apprend, on est dans l'accès au haut niveau et la finalité c'est d'envoyer les gamins vers les pôles France.
Et là, on a une organisation, soit les gamins ils sont prêts à partir en Pôle France, donc les garçons vont à Nantes, les filles vont à Nancy, et les jeunes qui ne sont pas tout à fait prêts vont à Tours, qui est un pôle mixte qui permet de désengorger les deux pôles France en préparant mieux les jeunes à rentrer en Pôle France. Si on estime qu'il leur manque encore des habitudes d'entraînement, on va les faire passer par Tours. On est en train de mettre en place un pôle national sud, parce qu'on s'est rendu compte quand même que pour des gamins qui étaient à Sorgues, qui étaient au fin fond de la Côte d'Azur, aller à Tours, c'était pas facile. Donc on est en train de mettre en place expérimentalement un pôle national sud autour de Montpellier pour drainer tous les jeunes des pôles espoirs du sud vers ce pôle national sud. Et après, ils vont aller vers Nantes et Nancy. Et de Nantes-Nancy, ils viennent à partir de la catégorie junior, junior 2, junior 3. Pour les garçons, on préconise dans le PPF là, plutôt senior chez les filles à l'INSEP. De fait, puisque sur l'INSEP, on a recruté un entraîneur national chinois, donc de fait, on s'est imprégné un peu de sa façon de faire, hein. Bon, sans rentrer trop dans le détail. Ils sont très perfectionnistes, parce qu'ils sont très nombreux, ils ont travaillé sur tous les secteurs de la performance. L'intérêt qu'on a vu dans l'approche de Anne Roy, c'est le fait qu'il fait avancer le technico-tactique, le physique, le mental en même temps. Tout ça, ça se déroule, c'est pas segmenté. Une prise en compte des moindres éléments. La balle plastique, par exemple, ça leur a fait augmenter la part de préparation physique parce que ça demande beaucoup plus d'engagement, ça mobilise plus toutes les chaînes corporelles, donc il faut un peu plus de puissance. On a chez eux, ils sont passés à 30% de travail physique, par exemple. Donc ils sont relativement pointus, ils sont relativement rigoureux, ils sont relativement forts quelque part sur la préparation mentale parce que le niveau d'exigence à l'entraînement est très élevé. Donc oui, on s'inspire de fait. Ce qui est important, ce n'est pas de reprendre parce qu'on n'est pas dans la même société, on n'est pas dans la même culture, on n'a pas le même poids. Moi, j'ai eu la chance d'y aller 3-4 fois. J'ai vu des choses qui sont incroyables, hein, au niveau masse, au niveau structuration, organisation, parce qu'ils sont très bien organisés au niveau des provinces. Il y a une valorisation des entraîneurs qui est différente. C'est pas comparable, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir dans les aspects technico-tactiques et de préparation à la compétition, qu'est-ce qu'on peut prendre de chez eux qu'on ne prenait pas en compte et qui nous paraît fondamental pour aller plus loin. Mais bon, voilà, il y a d'autres axes qui pourraient être menés. Dans les années 85, le pari qu'a fait Michel Gadal à l'époque avec Jean-Philippe Gatien, il a inventé un système de jeu en prenant la balle plus tôt, basé sur la vitesse. On a mis des études, notamment sur la notion de standard de circulation de la balle, de notion de pari à l'époque, qui a permis de créer un modèle qui n'existait pas. Ça, c'est une voie. Et je crois qu'il ne faut pas chercher à faire chinois, pas du tout. On est européen, il faut chercher à se servir d'expertise qu'on n'aurait pas eue pour être encore meilleur. Moi, je suis d'un naturel relativement optimiste, quoi. Donc, oui, on note effectivement un tassement des licences traditionnelles. Bon, une légère augmentation des licences promotionnelles. Bon, il y a la nouvelle donne des licences événementielles. Je dirais, le regard porté, on est sur un fonctionnement qui est arrivé à ses limites. On est, je dirais, à un virage à prendre dans une société
qui a beaucoup évolué. Nous, personnellement, mouvement sportif, on se rend compte que ça bouge énormément autour. La recomposition de l'État, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent. Dans la société de consommation, il y a beaucoup de choses qui rentrent également. Il y a beaucoup plus d'individualisation. Donc j'aurais tendance à dire, c'est un peu le discours que j'ai eu à l'Assemblée générale la semaine dernière, il faut que nous développions un club des années 2024, peut-être en se servant des jeux, 2030, etc. Pour moi, c'est un club qui a la capacité d'accueillir tout niveau, tout public, intramuros, et qui est capable d'aller dans la cité, proposer des services aux citoyens et capter un certain nombre de publics qui adorent le tennis de table, qui ne sont jamais rentrés à la Fédé parce que la pratique dans le garage, ça leur suffit, mais je donne toujours cet exemple qui est peut-être considéré ringard, mais à un moment donné, si j'ai 4 familles qui jouent chacun dans leur coin, dans leur garage, si je suis capable de leur organiser un petit championnat intergarage sans forcément vouloir de la licenciation à outrance, mais en leur apportant un service qu'ils n'ont pas, je vais avoir une meilleure économie, je vais développer plus ma pratique, non seulement à l'intérieur du club, mais également à l'extérieur. Il faut que l'on réactive ça, mais qu'on n'ait pas des entraîneurs coup droit, revers, mais des gens qui soient capables d'accueillir des gens. Ça demande d'autres qualités, l'accueil, de mettre les gens dans un espace de convivialité où ils se sentent bien et de leur proposer des activités pour qu'ils restent. Donc c'est de l'animation, tout niveau, tout public, mais aussi la mixer avec la politique de la ville en essayant un peu, je donnais cet exemple-là encore hier en Auvergne-Rhône-Alpes sur une réunion d'équipe technique régionale en leur disant le club doit être capable de faire du ping-tour local. Voilà comment je vois le club de l'an 2024 et après. Ce que l'on sait, c'est que quand on analyse le ping, soit des 4-7 ans, soit des poussins, soit des scolaires, on a quasiment la parité. Et quand on va vers notre organisation très traditionnaliste autour du championnat par équipe, on sait très bien que la compétition rebute les féminines et que les féminines ne sont pas forcément intéressées par les compétitions que l'on propose actuellement. Le ministère, par exemple, nous pousse depuis des années à faire des compétitions mixtes parce que c'est ce qui a permis dans d'autres disciplines de déverrouiller cette pratique féminine qui baisse de plus en plus. L'équipe nationale, par exemple, sur le Luxembourg, on a Simon qui s'entraîne à Oxenhausen depuis plus de 4 ans. Et derrière, 3 joueurs qui s'entraînent à l'INSEP, donc qui étaient Quentin Robineau, Tristan Flore et Emmanuel Lebesson, plus Alexandre Robineau qui était parti à l'extérieur mais qui vient de revenir. C'est le premier un peu des joueurs qui était allé tenter sa chance à l'extérieur qui revient dans la structure fédérale. Donc bon, oui, on a Simon qui se prépare à l'extérieur. Donc bon, après c'est un travail entre l'INSEP, Oxenhausen, par l'intermédiaire de Patrick Chilin avec Jean-René Mounier via Michel Blondel. Et voilà, bon, on essaie de travailler le maximum en bonne intelligence. Le projet qu'on avait, qu'il va falloir réactiver, puisque c'est le projet qu'on avait après Londres, avec l'ancienne équipe là, de Michel Gadal, était de monter un réseau international de structures avec une base principale sur l'INSEP, mais possibilité en étoile d'avoir des structures en Allemagne,
pourquoi pas, on a eu des choix au Danemark, des choix sur d'autres pays. On a des joueuses qui sont parties en Belgique, joueuses qui sont parties en Croatie, bon voilà. Donc c'était l'idée un peu d'avoir une base solide sur une plateforme sur l'INSEP et d'avoir des collaborations avec d'autres centres qui travaillaient sur une dynamique de haut niveau. La seule chose qui est un peu difficile dans ce départ vers l'extérieur, c'est le niveau de formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tout à fait normal, certains sportifs de très très haut niveau, qu'ils aillent chercher ailleurs autre chose. Mais on estime que c'est bien de le faire à partir du moment où la formation, ce qu'on appelle de base, enfin fondamentale du haut niveau, a été faite, quoi. Donc on n'encouragera pas un jeune avant, je dirais, 18-19 ans à partir de la structure fédérale. Bon, après, il y a eu des jeunes qui sont partis plus tôt. Il y en a certains pour lesquels c'est en train de bien se passer. Je pense à Gianna Kuzu qui fait des résultats là, de début d'année. Enfin, depuis 6 mois, là, il fait des résultats quand même probants. Il se rapproche de la 100e place. Mais c'est vrai qu'au départ, on a l'impression qu'ils vont avoir des difficultés parce que, un peu comme pour les sports à petite échelle, le niveau de service qu'il y a sur un institut comme l'INSEP, c'est incroyable, quoi. C'est fait pour s'occuper de la partie double projet formation scolaire, fait pour avoir un suivi médical rigoureux, etc., etc. Il y a vraiment des services, des outils qui nous font dire, bon, avant de tenter l'expérience peut-être d'aller chercher des plus ailleurs, ça serait bien d'avoir une formation qui soit la plus aboutie possible. Voilà un peu le principe. Mais effectivement, ce qui est intéressant maintenant, ça serait d'avoir une dynamique beaucoup plus importante avec ces centres-là. Parce que nous, en réalité, on a un système de formation que l'État nous met des moyens à disposition avec les pôles France et les pôles Espoir, une convention d'objectifs, 1 million sur le haut niveau. Donc c'est aussi pour faire tourner cette machine de filière de haut niveau. Et après, là, on est rentré dans un système où on essaie également d'aider les gens qui sont à l'extérieur, quoi. Voilà. Alors, l'objectif d'Olympiade, il est clair. C'est aller chercher une médaille aux Jeux de Tokyo. C'est-à-dire que, on se mettait sur une projection sur 8 ans, mais on pense, côté garçon, que c'est réalisable dans les 3 ans. Là. Après, on a essayé d'identifier à peu près les fondamentaux qu'il nous fallait, les incontournables pour arriver à ce niveau de performance. Donc, on l'a un peu explicité dans notre PPF. Donc, on sait qu'il faut grosso modo être dans les 4 meilleures équipes mondiales, c'est mieux. Parce qu'on sait que le tirage au sort des quarts nous fera jouer une équipe de 5 à 8. Ça sera plus facile que si vous êtes de 5 à 8 ou vous pouvez vous prendre la Chine, le Japon, plus compliqué. Donc on sait que ça passe par une place dans les 4 premiers dans le ranking. À la ranking, là, on est invité à la Coupe du Monde pour la première fois, depuis longtemps, par équipe. On est 4 au ranking. On va redescendre de ce ranking puisque Tristan va être arrêté. C'était axé sur le fait qu'on avait Simon qui rentrait dans les 10 meilleurs, on a Lebes qui était aux alentours de la 25e place et on avait un gars dans les 50. Donc nous, on sait que pour aller au jeu et être dans les 4, il faut un dans les 10, un dans les 20 et au moins 2 dans les 40. Après, on va avoir des objectifs intermédiaires. On aimerait bien gagner le titre européen en 2019 à Nantes. Donc là, ça fait 2 fois 2015-2017 où on fait demi-finale, avec entre 2015 et 2017, on se rapproche de la finale puisqu'on a perdu 3-2 sur le Portugal. Donc l'idéal, c'est gagner les Europes en 2019, demi-finale au moins au monde l'année suivante, vers un podium, une place de 1 à 3 sur Tokyo. Côté filles, ambition beaucoup plus limitée puisque nous avons nos 3 meilleures joueuses qui ont arrêté après Rio, et notamment les 2 qui étaient sélectionnés sur les Jeux, dont Lichoué qui a arrêté de sa carrière internationale et Carole Grundisch
également. Donc on a maintenant arrivé à faire le lien entre, je dirais, les plus vieilles de la jeune génération, c'est-à-dire des Stéphanie Leuillette et Laura Gaznier, avec la jeune génération et notamment nos juniors filles qui ont gagné le championnat d'Europe en 2014. Donc c'est du Marie Migaud, Audrey Zarif, Pauline Chasselin, Guinel et notre championne d'Europe cadette Lucie Gauthier qui arrive derrière. Plus des jeunes très intéressantes qui sont au Pôle France de Nancy actuellement, comme la famille Lutz, on a Isaac Koch et on a la petite Pavade qui arrive avec d'autres joueuses du pôle Espoir Île-de-France qui sont intéressantes. Donc on voit que ça fait un groupe quand même d'une dizaine de jeunes pour lequel il serait bien qu'on arrive à mettre une dynamique de préparation collective pour essayer de revenir sur les podiums européens.